Bonsoir, merci à vous d'être venus nombreux pour cette dernière conférence donc, de Clément. C'est un moment un peu particulier puisque, comme vous le savez, on vit les dernières heures de cette exposition et de ce cycle de conférences in situ dans l'Agora, même s'il reste encore une conférence jeudi de la semaine prochaine avec Zerm, qui aura lieu, elle, en visio uniquement. Elle ne se déroulera pas ici. Et donc je vais laisser la parole très vite à Clément, puisqu'on a aussi 1 heure et demie pour cette conférence, puisque avec le couvre-feu puis le confinement qui démarre ce soir, il va falloir qu'on libère les lieux. Voilà. Merci Clément en tout cas d'être venu ce soir nous présenter ton travail. Et donc je ne vous présente pas Clément puisque vous le connaissez, je pense, vous qui êtes là. Et puis Clément va nous parler mieux que moi de son travail. Merci. Merci Mathieu. Déjà merci pour l'invitation. Merci à Arc en Rêve et à l'École d'architecture de Lille d'organiser ce bel événement qui est un petit peu raccourci malheureusement. Donc je me présente en quelques mots. Donc moi je suis architecte lillois, installé à Lille-Moulin, diplômé depuis une petite dizaine d'années. Voilà, j'ai d'abord travaillé en agence chez Tank pendant 5-6 ans, puis ça fait voilà, 3-4 ans que je suis installé à temps plein à mon compte. Donc je vais vous présenter ce soir 4 projets. C'est un échantillonnage des projets sur lesquels je travaille, donc la petite échelle. Donc dans ces 4 projets sont assez représentatifs, on va dire, de la commande à laquelle j'accède actuellement, donc essentiellement du particulier. Donc un premier projet à Marc-en-Barœul, donc il y aura 3 projets sur la métropole de Lille. Voilà, en tant qu'architecte lillois, je pense qu'on est quelques-uns à travailler sur des projets de ce type. Donc il y aura un projet de surélévation, un petit projet d'extension sur un tissu assez commun sur la métropole lilloise, la petite maison dite 1930. Ensuite, un projet où on ira se promener un petit peu à la campagne du côté de Reims, à Chenay. Et ensuite, on reviendra faire un petit tour à Lambersart pour un petit projet avec une commande un peu particulière, avec un investissement de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre un petit peu hors du commun, on va dire. Donc le premier projet pour Sophie et Marco, donc deux jeunes clients, la trentaine, qui m'ont contacté à peu près en 2017, je crois, ils avaient entendu parler d'une maison que j'avais fait tout en béton, et ils étaient intéressés par une architecture assez brute et par la construction d'une maison en dents creuses. Donc ils m'avaient consulté pour cette petite parcelle à Marc-en-Barœul. Mais après quelques semaines d'échanges et de négociations avec le propriétaire, ils ont abandonné parce que c'était vendu à prix d'or et il y avait beaucoup trop de contraintes de fondation, etc., qui faisaient que leur budget ne pouvait pas fonctionner. Donc ils m'ont rappelé 1 an après, je pense, à peu près, et ils venaient de trouver une maison qui donne sur l'hippodrome et le golfe de Marc-en-Barœul, donc une situation assez chouette sur la métropole parce qu'il y a un dégagement visuel assez chouette à cet endroit-là. Donc c'est une petite maison qui là, entourée, cerclée de noir. Donc, la photo aérienne n'est pas de très bonne qualité, mais ça permet de voir un peu sa situation qui est un peu particulière parce que le front bâti se décale et elle bénéficie de 3 façades avec du coup qui bénéficie de la course totale du soleil, avec une façade sur le boulevard du Maréchal Delatte de Tassigny et une vue sur le golfe. Donc c'est une petite maison qui ne paye pas trop de mine, ils ont même fait une offre sans la visiter, tellement le marché de l'immobilier est tendu dans cette ville-là. Donc ils ont envoyé les parents, je crois qu'ils étaient en vacances, ils ont envoyé les parents pour visiter la maison et ça correspondait à ce qu'ils voulaient en termes de situation, en termes de potentiel de vue. Donc
Ils ont sauté sur l'occasion comme ça. Donc voilà, donc ça on était sur la façade rue, là on est sur la façade jardin avec un chaos de petites extensions faites de briques et de broc. Le plan, donc là voilà le plan existant. Donc ils m'ont consulté pour la question à la base, c'était est-ce qu'on fait une extension ou une surélévation de cette maison. Bon, c'était assez clair qu'il y avait de la place sur cette parcelle, mais la situation faisait que c'était quand même assez intéressant de pousser la réflexion sur la surélévation, sachant qu'en plus ce sont des maisons plutôt bien construites, donc assez rassurantes pour pouvoir remonter un étage. Donc alors là sur l'existant, on a un plan qui est assez contraint, le petit hall d'entrée assez serré. Le numéro 2, la cuisine qui est sur jardin, mais très très contrainte. Un petit séjour d'angle sur rue, pareil, très contraint. 3 chambres à l'étage et une toute petite salle d'eau. L'ensemble assez vétuste et voilà, un petit peu hors du temps et, pour des trentenaires. Donc le petit hall d'entrée, la cuisine sombre, particulièrement chargée, et pas très accueillante. Là, au rez-de-chaussée, le séjour qui s'ouvre sur rue, en rez-de-chaussée, derrière 2 fenêtres, on va dire, assez petites. Et les chambres là-haut qui sont toutes un peu sur ce principe-là. Enfin, celle-ci, c'est la seule qui est sur un angle, mais en gros, ce sont des toutes petites pièces avec des allèges très hautes. Donc il y avait quand même un travail à faire là-dessus. Donc, la première opération a été de purger la parcelle des verrues qui sont à l'arrière pour pouvoir du coup libérer le premier plan de cette image-là et du coup ils pourraient récupérer un beau jardin et surtout libérer la vue. Ça fait même plaisir aux voisins de ne plus avoir ces extensions parce que je pense que ça polluait un petit peu tout le monde. Ensuite, deuxième opération, c'est de faire le ménage à l'intérieur, donc d'enlever tout ce qui n'est pas particulièrement utile en termes de cloisonnement et de structure. Donc, même en termes de circulation, l'escalier qui donne sur le hall, sur une maison de ce type, n'était pas très très pratique en termes de réaménagement. Donc, il n'y avait pas un escalier de très grande qualité, donc ça faisait plaisir de le dégager aussi. Et au R+1, on libère complètement l'espace, on ne garde que les 4 murs porteurs. C'est une petite maison de à peu près 6 par 8, donc ça permettait d'envisager après pour l'étage supérieur de porter de mur à mur. Et ensuite, du coup, voilà, arrive le sujet donc, de la surélévation, mais j'y reviens juste après. Donc ensuite, une opération aussi d'ouverture des façades, notamment les façades arrière sur jardin, pour bénéficier un peu plus de la vue sur ce futur aménagement extérieur qui pourrait être assez agréable. Donc on ouvre largement le rez-de-chaussée, enfin largement, on ouvre sur l'arrière pour créer déjà une relation de traversant depuis le hall, permettre de voir son jardin en rentrant dans la maison. On libère donc ce qu'on voit en bas de l'image, la flèche fonctionne, l'allège de cuisine actuelle, on la descend, on casse le poteau, il y a un gros poteau en béton qu'on dégage. Et à l'étage supérieur, on ouvre largement aussi la façade, là où il y avait la petite fenêtre d'angle de chambre. On descend les allèges aussi pour dégager la vue et on ouvre plus largement la façade sur jardin. Et on crée une grande trémie qui est donc ici pour relier ces 2 étages-là. L'idée étant, ils avaient envie et puis c'était assez propice à ça, d'avoir une maison bel étage, donc de libérer complètement le premier étage pour faire un beau séjour et de profiter de la magnifique vue qu'il y a derrière. Donc voilà, donc ça c'est une petite photo de maquette pour illustrer le changement à l'intérieur. Donc là c'est une photo prise depuis le hall d'entrée avec du coup l'ouverture de la façade arrière pour créer la vue vers le jardin dès l'entrée. La création de la trémie pour relier les 2 niveaux. La cuisine reste à sa place au rez-de-chaussée, donc sur la photo au fond à droite.
C'était quand même intéressant de garder une relation au jardin avec une pièce de vie et aussi de ne pas encombrer l'étage parce que ça reste une petite surface cette maison. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est une petite photo de chantier de la trémie en cours. Bon, pas de très grande qualité, hein, problème des photos iPhone. Donc ça ce sont les premières ouvertures sur le rez-de-chaussée. Donc la cuisine qui est du coup largement ouverte sur l'angle. On a descendu la lège à une hauteur d'assise pour pouvoir y installer une petite table et s'asseoir le long du vitrage. Et à droite l'ouverture du coup, qui crée le traversant depuis le hall d'entrée. Ça, ensuite, c'est une ouverture qui est créée au R+1, donc, sur la façade sud, qui permet de dégager aussi une belle perspective sur l'avenue. Ensuite, encore une photo de maquette où donc on illustre un petit peu le principe de l'étage supérieur avec la trémie, l'accès au jardin au rez-de-chaussée assez large, calé sur la même largeur que la trémie, et ensuite la grande ouverture d'angle à hauteur d'assise pour le salon pour aller profiter de ce paysage. Et ce qui est assez impressionnant aussi à cet endroit-là, c'est qu'on n'a pas beaucoup à Lille. On a un peu sur la friche Saint-Sauveur quand on va derrière, c'est la présence du ciel qui est assez chouette, c'est qu'on a une part de ciel perçu qui est assez importante. Donc sur cette maquette, on commence à induire un petit peu aussi les matériaux qu'on pourrait avoir, assez bruts. Ils ont un tout petit budget en plus pour ce projet. On réhabilite 2 plateaux d'environ 45 mètres carrés, on recrée environ 40 mètres carrés au-dessus. Enfin, on arrive sur un 130, je crois, au total, et on est peut-être à environ 1 000 € du mètre carré sur ce projet, compris réno et surélévation, ce qui est vraiment un gros challenge. Donc il y a nécessité aussi beaucoup d'investissement de leur part, parce que tout ne pouvait pas être fait par des entreprises. Donc ça c'est la même image en cours de chantier, avec le plancher de la surélévation qui est déjà fait, un plancher en dalle béton préfabriqué, qui reste apparente. Donc là, les 3 plans de niveau avec le réaménagement, donc on voit au rez-de-chaussée donc la petite cuisine qui reste à son emplacement, mais qui bénéficie du coup d'un volume plus large. Avant, on était cloisonné ici, d'une petite assise sur un châssis d'angle, le traversant qu'on a là avec la belle double hauteur qui vient s'installer ici, une petite pièce qui est une pièce polyvalente, chambre d'amis, buanderie, voilà, petite pièce en plus dans l'habitation. Le séjour qui s'ouvre du coup largement en angle, l'ouverture sur le pignon que je vous montrais précédemment avec la perspective vers la rue. Et ensuite arrive donc la surélévation, dont je n'ai pas encore parlé, avec un plan très efficace parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans cette maison, donc 2 petites chambres d'enfants, donc une sur le boulevard, une sur la façade latérale sur l'allée, mais qui aussi dégage en perspective sur le boulevard, la chambre parents qui s'ouvre sur l'hippodrome, et une petite salle d'eau qui, elle, s'ouvre sur le ciel. On a juste une petite ouverture zénithale au-dessus de la douche, qui éclaire aussi en second jour, du coup, la cage d'escalier qui est là. Donc on a pris le parti sur ce projet-là, donc je dis on parce que je travaille seul, mais là pendant un an j'avais l'aide de Jean-Baptiste Alombert, un jeune architecte assez doué avec qui je me suis bien entendu. Donc on a décidé sur ce projet-là de surélever en maçonnerie, avec une brique très proche de celle d'origine pour fusionner l'ensemble. Il n'y avait pas d'intérêt à essayer de créer un contraste particulier. Donc on est parti sur une brique, donc on a recherché une brique, finalement on est tombé dans des gammes qu'on n'aurait jamais imaginé sélectionner pour une maison neuve, parce que ce sont des panachages de marron, de orange, de jaune, et qu'on a mis en œuvre un petit peu différemment pour marquer quand même le dernier étage et le raccord aux toitures voisines, enfin voilà, pour créer quand même un petit peu de vibration là-haut. Donc voilà, le chantier de la surélévation en cours. On est parti sur une structure en briques, donc c'est pas de la brique de parement, c'est vraiment la façade est porteuse comme l'origine. On est parti sur un système constructif très proche de l'origine. On a forcément des petits ponts thermiques au niveau des dalles, on a essayé de les traiter avec
quelques petites astuces pour le limiter, mais on essaye d'être, on n'a pas tenté de faire une boîte passive au-dessus d'une maison des années 30. On reste cohérent, on l'a bien réisolée, elle reste confortable. Le béton à l'intérieur apporte une certaine inertie en hiver comme en été. Et on a du coup aussi une construction qui est assez économique parce que du coup, ce qui crée la structure crée la belle façade. Donc un maçon qui fasse un travail un petit peu particulier ne coûte pas beaucoup plus cher. Donc voilà, on est parti sur ce système-là. Donc ça, c'est les ouvertures, l'ouverture de la chambre des parents sur le golf. Donc celle-ci est posée au ras du sol pour être en relation avec leur lit. Et ensuite, les deux ouvertures des chambres d'enfants qui sont calées à une hauteur d'allège à hauteur de bureau, pour pouvoir avoir juste un grand plan de travail devant ce châssis qui fait à peu près 2 mètres par 2, donc un bel ouvrant, plein format, pour une toute petite pièce, parce qu'on n'avait pas beaucoup de place. Donc ensuite arrive l'étape de mise en œuvre des châssis. Donc on a juste travaillé sur des hiérarchies de mise en œuvre au nu, en applique intérieur, au rez-de-chaussée et sur la rue, au premier, là où les ouvertures étaient existantes. Et dès qu'on a créé une ouverture ou créé du bâti, on a mis au nu extérieur pour créer pour cette petite maison des valeurs d'usage aussi, l'assise, la tablette, gagner un demi-mètre-carré dans la chambre des parents. Donc voilà, voilà l'état final avec les châssis posés sur la cuisine, sur le séjour. La petite cuisine du coup qui respire un peu plus au rez-de-chaussée qu'à l'époque. Donc la fenêtre de la chambre des parents donc, qui se projette aussi à l'extérieur. Les chambres d'enfants à hauteur, donc là on ne voit pas, il n'y a pas encore la tablette avec le bureau, mais c'est à hauteur de bureau. La petite prise de lumière zénitale qui permet d'ouvrir aussi pour ventiler la salle d'eau juste au-dessus de la douche, de voir le ciel en se douchant, et par juste un verre dépoli, le vitrage de la douche qui donne sur la trémie d'escalier. On voit juste un petit peu de lumière aussi dans cet espace-là. Ensuite est venu un sujet qui est un peu le sujet majeur, peut-être celui sur lequel j'ai le plus discuté sur cette maison, c'est les escaliers de cette maison, parce qu'on a créé un beau vide, un bel espace. On avait envie aussi d'avoir un bel escalier. Or, un bel escalier coûte vite très cher. Donc là, on s'est concerté avec les clients et je leur ai donné un coup de main pour qu'on réalise des escaliers en autoconstruction ensemble. C'est une expérience que j'avais eue sur ma propre maison, donc qui est exposée ici à Saint-Sauveur, sur la réalisation de l'ensemble des escaliers que j'avais réalisé en famille avec mon papa. Donc je fais une aparté justement sur ma maison, donc des escaliers j'avais fait découper sur base de mes dessins de DWG, qu'on avait assemblé à la campagne chez eux. Il y a un petit peu de place, qu'on avait après stocké dans une grange pas très loin de chez eux, qu'on avait ensuite livré le jour du levage de la charpente pour que le charpentier puisse les lever à la grue, parce que chaque volet pesait 300-400 kg. Donc voilà, une expérience que j'avais du coup... j'avais tenté le coup sur ma propre maison, ça s'était bien passé, du coup j'avais les moyens de leur proposer quelque chose qui était cohérent et qu'on pouvait réaliser sans se prendre trop la tête. Là on est parti pour le coup sur des modules beaucoup plus faciles à manipuler, puisqu'on n'était pas question de faire de la préfabrication ailleurs, donc c'était juste de pouvoir mettre des limons contre le mur, pris dans la maçonnerie du mitoyen entre les deux maisons, et d'avoir après un modèle répétitif de marche avec des contre-marches qui sont en porte-à-faux, qui sont soudées dans le limon fixé dans la maçonnerie, et qui permet d'avoir un escalier assez aéré. Donc c'est ce qu'on voit un peu sur la petite axono qui est là. Donc ce sont des petites contre-marches en porte-à-faux qui ont une petite découpe particulière qu'on verra en photo après, qui accueille le tube de garde-corps, et juste un plat après qui vient se poser dessus.
Donc ce sont les fichiers de découpe, hein, juste pour, parce que c'est toujours marrant de montrer ça, la quantité de détails qu'il faut anticiper, parce qu'une fois que c'est découpé, on peut plus trop y toucher. C'est compliqué de modifier, donc il y a un certain soin à apporter dans le dessin, aussi des petites tolérances qu'on doit apporter pour permettre quand même d'assembler les choses. Donc là, c'était juste après la livraison de la matière première sur place. Donc là, il y a une petite tonne d'acier posée dans la cuisine. Le limon, on a profité de la présence du maçon pour le fixer au mur avec lui et de juste emprunter son perforateur pour fixer les chevilles dans le mur. Donc voilà, on n'avait pas beaucoup de matériel pour faire ça. On a profité de la présence des autres pour le faire. Donc ça, ce sont les marches, le module de marche donc on a à chaque fois une sorte de support en console avec deux cotes différentes qui permet en fait d'aligner juste en sous-face l'ensemble, qui crée un bel effet une fois que la lumière passe là-dedans. Chaque marche a une petite entaille circulaire pour recevoir ensuite le tube du garde-corps, et chaque petite console a aussi un petit appendice qui permet du coup, en termes de méthode, d'assembler ça très facilement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tous les tubes coupés à mesure, on vient poser dedans, serrer contre, mettre un point de soudure. Donc il fallait aussi un escalier qui ne nous prenne pas non plus 3 semaines à construire. Il fallait que ce soit rapide, à 2, voilà. Donc ça, c'est le début de l'assemblage des marges. Donc on sent vraiment les petites consoles avec les deux cotes différentes ici, qui sont du coup en sous-face bien alignées. Et puis voilà, ça se monte marche par marche en montant, comme ça évite aussi d'avoir des échafaudages. Donc c'était une marche posée, sert de support pour poser la suivante. Voilà, avec un matériel dérisoire, un petit poste à souder de chez Leroy Merlin. Voilà, donc ça c'est les escaliers qui commencent à ressembler à des escaliers, qui permettent enfin de monter à l'étage sans échelle. Voilà, donc on sent la sous-face là, qui commence à vibrer un petit peu à la lumière. La phase de pose des garde-corps métalliques, donc qui n'était pas encore totalement réglé. On sent que ça pianote encore, il manque encore la main courante pour régler tout ça. Et ensuite, du coup, le garde-corps qui se retourne sur la périphérie de la trémie. Donc ça, c'est l'état final de l'ensemble. Donc ça permet du coup d'animer le vide, d'habiter le vide par un bel objet bien travaillé qui reste brut. Les soudures ne sont pas parfaites, ça reste la soudure d'un maître d'ouvrage et d'un maître d'œuvre, pas d'un artisan serrurier, mais elles sont relativement cachées, elles sont jamais directement vues, il faut toujours lever la tête pour les voir. Mais c'est assumé comme ça, c'était convenu avec eux. Et ils l'ont eu pour un prix, finalement, ils auraient pu acheter 2 escaliers en sapin chez Brico Dépôt, que ça aurait coûté à peu près le même prix, quoi. Donc voilà l'ensemble terminé, aménagé, avec les plafonds bruts, l'escalier qui reste brut aussi, pas de peinture là-dessus, juste un nettoyage et c'est terminé. Voilà la petite photo d'intérieur avec le traversant, la cuisine en alcôve sur la gauche. Donc voilà pour ce projet, voilà, une fois terminé, à l'échelle, une échelle assez douce avec les maisons un petit peu plus basses à côté, et puis une transition aussi avec le petit collectif qui est là, la brique qui reprend aussi un registre un peu différent, on va dire, pour marquer les 2 premiers niveaux et singulariser le dernier. Donc voilà, pour ce petit projet de surélévation à Marcq-en-Barœul. Ensuite, je vous emmène à Villeneuve d'Ascq pour une petite extension de 1930, donc qui est un sujet assez commun pour les jeunes archis, et pas que les jeunes d'ailleurs, mais c'est un patrimoine bâti qui fonctionne bien, qui est plutôt bien construit et qui nécessite souvent une intervention de rénovation ou d'extension. Donc là, on se concentre sur la 3e maison qui est ici, sur ce rang. Donc ce sont des maisons assez étroites. Je sais qu'il y a encore plus étroit en 1930, mais là, elles sont déjà particulièrement étroites. On a 4,70 m entre murs. Quand on commence à devoir construire là-dedans, c'est quand même assez contraignant. Et des parcelles très, très en longueur, où c'est un petit peu la course, là on le voit,
la course aux extensions et puis surtout, là, il y a un gros sujet de luminosité pour ces projets-là. Donc là, la particularité aussi de ce projet, c'est que le jardin est plutôt orienté nord-est. Donc il y avait quand même un sujet ensoleillement particulier. Donc voilà, ça c'est la façade sur rue. Donc c'est cette maison-ci. Donc, je montre la façade juste pour le plaisir parce qu'elles sont mignonnes, elles sont bien travaillées, mais on n'y a pas touché du tout. Il n'y avait pas de moyens. On a concentré le budget sur l'extension et quelques interventions dans l'existant, mais pas beaucoup. Donc ça c'est donc Marion et Frédéric dans le jardin qui sont en train de se poser la question de ce qu'on va pouvoir faire de tout ça. Donc là, il y a une accumulation d'extensions au fur et à mesure du temps, avec des complexes, ne serait-ce que quand on a démonté les toitures, il y avait eu des toitures de surtoiture, de surtoiture. Enfin, le maçon a été un petit peu étonné du temps qu'il a passé à démonter tout ça. Donc la cuisine existante qui est dans la première extension, mais qui est en second jour éclairée par une plaque de polycarbonate. Là, le séjour qui est juste éclairé là, derrière moi sur la photo par la rue, et ensuite par du polycarbonate ici, et puis la lumière du jardin qui peine à rentrer. Donc la cuisine qui est ici avec le passe-plat. Donc voilà, ça c'est ce qui éclaire la cuisine actuellement. Et puis voilà, chacun il va un petit peu de son astuce pour éclairer son extension très profonde. Donc il y a quand même un gros sujet là-dessus. Ça sont les pièces de l'étage qu'on ne modifie pas. C'était convenu dès le début, quand ils m'ont présenté leur budget. C'était en gros, vous n'allez même pas réisoler les façades, vous allez repeindre vous-même et c'est tout ce qu'on pourra faire là-dessus. Mais elles sont assez lumineuses parce que pour le coup, là, on échappe complètement à l'épaisseur bâtie des extensions du bas et elles sont agréables à vivre. Donc là, le plan de l'existant, donc avec la rue qui est ici, le petit espace de dégagement devant, l'ancien séjour qui est là, la cuisine et l'espèce de salle à manger un peu couloir et tout un tas de pièces, salle de bain, buanderie, chaufferie. Donc on a décidé de purger tout ça pour y voir plus clair, parce que de toute façon il n'y avait pas grand chose à récupérer, on ne sait pas trop comment c'est construit, comment c'est fondé, les dalles sont un peu fissurées, enfin, c'est pas terrible. Et aussi ce qui est important, sur l'existant ici, sur cette façade-là, on ne fait que démurer les ouvertures existantes, enfin, notamment celle-ci, où il y avait le passe-plat de la cuisine, et on ne crée pas d'autres ouvertures. Pas non plus le budget d'aller mettre un fer pour faire une ouverture plus large, etc. On reste assez sage là-dessus. Donc voilà, une fois purgé, on commence à voir un petit peu plus clair. Donc le projet, il y avait une contrainte aussi. Donc bon, là c'est juste deux couleurs, mais juste pour expliquer, c'est que la demande des clients était d'avoir une chambre PMR dans leur habitation. Pour des raisons familiales, ils ont besoin de ça. Du coup, il n'y a pas beaucoup de choix, à part mettre la chambre dans une extension, mais ce qui est dommage parce qu'on prive du coup le reste de la famille de la vue sur le jardin. Donc là, on a pris le parti de considérer que toute la maison, la petite maison 1930, était consacrée aux pièces de nuit, compris le rez-de-chaussée, avec une petite salle d'eau PMR, avec les toilettes aussi qui permettent un usage aux personnes à mobilité réduite. Donc je vais avancer. Donc ça c'est l'extension en cours, mais juste donc avec les murs qui sont dressés. Donc on recrée une structure aussi pour se désolidariser des voisins qui sont pas très très clairs en termes de fondation, etc. Donc on refait quelque chose de propre pour recréer du coup la belle pièce de vie familiale sur le jardin. Voilà, toutes les chambres sont sur la maison d'origine et on crée du coup des espaces jours dans un bel open space sur jardin avec un petit patio qui sépare l'existant du neuf.
Donc voilà le plan, du coup, le schéma du projet. Donc on a le hall qui est toujours au même endroit. On n'a pas changé cette cloison-là non plus, pas forcément le budget. On a une chambre généreuse ici, qui peut se transformer aussi à terme en salle de jeu ou en bureau. Le coin, le coin douche, lavabo pour la chambre, et puis un toilette largement dimensionnée ici. Et on garde juste un petit coin bureau qui donne sur le patio, qui fait face à la cuisine aussi. Donc on peut cuisiner face au patio. On a juste un petit passage clos couvert ici, et une belle pièce de vie qui n'est pas si grande que ça, parce qu'on n'avait pas non plus la possibilité d'aller très loin pour des questions de bande de 15-30 mètres. Et puis de toute façon, on n'avait pas le budget non plus d'aller très très loin. Donc là où le projet devient intéressant, c'est quand on a purgé tout ça et qu'on applique les contraintes de prospect. On est autorisé de construire à 3,20 m en limite et ensuite de partir sur un angle à 45 degrés. Donc on a profité de ça pour éviter justement la toiture plate et surtout aller chercher de la lumière là où on peut l'aller chercher, tout en respectant les voisins, parce que ces règles-là sont faites justement pour respecter les voisins. Donc on applique là-dessus une petite coupe, une petite charpente, une petite charpente de bois, qui permet de s'ouvrir ici, d'aller chercher un petit peu plus de sud et d'inonder du coup cette belle pièce de vie, d'avoir des hauteurs construites latérales assez tenues et d'avoir un beau volume bien respirant dans cette pièce de vie. Donc voilà la coupe sur la maison, les pièces de nuit, le petit patio sur lequel donne la cuisine et le petit coin bureau aussi. Et salle à manger salon qui bénéficie du coup d'une belle hauteur sous plafond. On est dans un univers du coup totalement différent. On a passé la maison en briques et on arrive dans quelque chose d'autre qui est tourné sur le ciel et sur le jardin. Donc ça c'est une photo de maquette. Je travaille énormément en maquette, qui est un bon outil à la fois pour faire comprendre aux clients où on veut en venir et puis aussi après consulter les entreprises et les emmener aussi dans une belle histoire construite. Donc on part sur ce projet-là, sur une ferme un petit peu particulière. Donc voilà, quand je reviens à la photo de maquette, ce qu'on voulait éviter, c'était d'avoir des entrées de charpente classiques ici ou des tirants métalliques. On voulait vraiment un volume très simple, assez pur. Et du coup, pour faire ça, on profite aussi du fait de tirer un pan plus haut pour installer un vitrage, aller chercher de la lumière là-haut, pour faire un croisement et de travailler plutôt que d'avoir un entrée en traction ici, d'avoir juste un petit poteau en compression là-haut qui évite à la petite ferme de se déplier. Donc voilà, donc, encore une photo de maquette pour comprendre l'entrée de lumière là-dedans. Ce que ça crée là-dedans, bon, sur la maquette il manque les petits poteaux métalliques tramés sur la charpente. Voilà, du coup ça c'est la phase de construction avec les charpentiers de chez Edwood, où voilà, on voit vraiment le système constructif avec des petites platines ici à mi-bois, les petits poteaux, on est vraiment sur un système très répétitif, très tenu aussi en termes, encore une fois, de réalisation de budget. Ça a été monté par 3 personnes à la main sur place. Il n'était pas question de mettre une grue à ce moment-là. Tout a été rentré par la fenêtre de la chambre sur rez-de-chaussée. Donc une autre photo là vue depuis l'existant, là où il y aura juste un petit coin bureau sur le patio qu'on peut voir au premier plan. Donc un petit peu la curiosité depuis la venelle publique qui borde les parcelles. Donc avec cette charpente qui commence à pointer son nez pour aller chercher la lumière le plus tard possible. Donc voilà, la petite coupe de principe, on ne voit pas grand chose à l'écran, mais bon, juste pour décrire le complexe, on a juste un bel habillage bois intérieur. On isole dans l'épaisseur de la structure et on a une petite couverture en bac acier avec une petite onde. Voilà, un projet assez simple dans sa matérialité. Donc ça c'est encore une photo en cours de chantier. Je mets cette photo parce que quand on voit ça, on a presque envie de le laisser comme ça et d'isoler par le dessus.
Ce que je fais sur d'autres projets, dans des petites extensions comme ça, où on travaille avec des petits budgets, où on a envie de se dire, voilà, on fait des projets rapides, où là, une fois que la structure est posée, on n'a plus grand chose à faire. Mais sur ce projet en question, la Villeneuve d'Ascq, c'était pas possible. Donc c'était pas possible en termes d'épaisseur de complexe, parce que ça nous emmenait vraiment à créer quelque chose de trop épais et à dépasser le gabarit du PLU qui nous était autorisé. Donc on est parti sur un habillage bois, donc ça c'est un autre projet que j'ai fait dans le Vieux-Lille, qui était un petit peu dans le même principe, d'aller chercher la lumière le plus haut possible, donc c'est ce qu'on a ici, et de suivre le prospect donc de l'angle à 45 degrés sur 3 mètres. Donc, voilà. Et du coup sur ce projet-là on était sur la même contrainte, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de place, les clients sont grands, on n'avait pas beaucoup de... Voilà, il fallait pas qu'on réduise trop la hauteur sur le plafond, donc on est habillé, mais du coup ça crée des beaux habillages qui accrochent bien la lumière. Donc voilà, quand on revient à Villeneuve d'Ascq, là c'est... Donc le chantier, on est à peu près à cet état-là, il n'est pas terminé. On attend désespérément la fin de la pose des menuiseries sur le patio pour attaquer le peu de seconde œuvre qui nous reste à faire à l'intérieur. Donc les panneaux bois sont posés, là on voit, il y en a un qui n'est pas encore posé, qui permet de voir le matelas de watts de cellulose insufflé qu'on a là-dessus. Et puis surtout la lumière qui passe à travers la structure, avec l'alternance de l'ombre des bois et de l'ombre des petits poteaux métalliques qui crée vraiment quelque chose de changeant toute la journée. C'est assez fantastique, quoi. On s'en lasse pas trop. Et ça permet du coup d'avoir des rayons de soleil à l'intérieur de la pièce de vie qui sont là bien plus longtemps que chez les autres, chez les voisins. Donc voilà, un espace assez doux. Après, les deux latéraux en Ytong seront juste enduits, on n'a pas de doublage dessus, donc on est quasiment que sur des espaces chauffés de part et d'autre. On a une exception à un endroit, mais on a remis un petit isolant par l'extérieur. Mais sinon, voilà, c'est le support maçonné qui sera le support de l'enduit de finition et qui fera aussi qu'on n'aura pas des murs creux, et ça fait du bien aussi. Donc voilà, là on commence à voir aussi le bardage arriver. Donc là c'est la vue depuis le jardin avec un coulissant assez généreux, pleine largeur, et qui est calé juste à une hauteur de passage de 2,10 m, qui permet voilà, de pas... On aurait bien aimé quasiment vitrer tout le pignon, parce que c'est assez beau quand on le voit en chantier aussi, toute hauteur, mais bon, se payer des verres trapézoïdaux, etc. sur ce projet-là n'était pas possible. Du coup, on vient vraiment juste marquer la coque en bois posée sur une hauteur utile de 2,10 m, et c'est largement à l'échelle de l'espace. Donc ensuite, là-haut, devant la structure, un grand bandeau vitré là, sur les 9 mètres de long, avec un ouvrant de ventilation au-dessus de la zone cuisine, qui permet aussi, comme on est sûr quand même, on crée un bandeau vitré au sud-est, ça permet aussi l'été tout simplement de décomprimer le volume chaud qu'il y a là-haut, donc il sera un petit ouvrant motorisé pour ventiler cet espace-là. Donc voilà une petite vue de là, on est fini là, sur cette phase-là. Donc la partie couverture et menuiserie de la partie haute, donc ça c'est une petite vue lointaine qui est assez sympathique. Ensuite, donc, on va faire un petit tour dans les campagnes rémoises, pour le projet d'Alice et Lionel. Donc c'est un petit village qui se trouve à une dizaine de kilomètres même de Reims. C'est vraiment les belles campagnes très proches de Reims qui sont encore très préservées. Il n'y a pas trop d'étalement urbain dans ces endroits-là parce que c'est le Champagne qui prime. Donc un joli petit village en pierre avec des très belles situations de limites de l'espace public, de perception de petits jardins derrière, de végétation qui vient prendre les murs en pierre. Tout est très homogène dans ces teintes-là. Donc des très beaux pignons maçonnés,
quelques exceptions en bois, mais avec la même élégance de patine sur ces bâtiments plus techniques, les petites granges. Cette photo-là, j'aime beaucoup, c'est l'épaisseur de ce mur qu'on sent aussi. C'est des choses qu'on aime, bien retrouver dans les projets. C'est aussi de sentir un petit peu cette épaisseur construite, là, cette espèce de monomatière, monomasse qui est très jolie. Les petits hangars, parce qu'il y a une activité viticole assez intense dans ce genre de village. Donc, la question là, c'est plutôt un atelier, hein, ce ne sont pas des caves, c'est l'atelier de réparation de l'agriculteur. Donc les ateliers comme ça ouverts sur l'espace public, donc c'est quelque chose dont je reparlerai aussi après. Et voilà, ces situations de murs qui prennent la patine du temps, la végétation, donc pareil, qui était assez enrichissant pour le projet. Et puis c'est certaines belles maisons comme ça qui se dressent assez fièrement au-dessus de la végétation, au-dessus des vignes, donc qui sont des belles bâtisses. Donc on en arrive au terrain. Donc le terrain, je crois que c'était le dernier terrain libre sur la commune, ou un des derniers, mais je crois que c'est le dernier. Ils m'avaient consulté à l'époque d'ailleurs pour les aider à choisir entre plusieurs terrains. Donc ils m'en avaient soumis 3-4. Dont 3 en lotissement. C'était un peu la collection des maisons cubiques, comme on dit. Et finalement, ils ont trouvé celui-là, qui était un peu plus petit que les autres, mais au regard du contexte, bon, ils étaient déjà très séduits, mais pour moi, il n'y avait pas photo, il fallait qu'ils sautent sur l'occasion, prendre celui-ci. Donc, on a la rue, la desserte qui est là, il y a juste un petit chemin piéton, chemin de promenade qui passe ici, et le terrain s'étend là sur la droite. Il y a un garage ici qu'on a vite supprimé parce qu'il n'était pas du tout réutilisable et très mal placé. Donc voilà, une petite parcelle arborée avec un certain charme. Bon, on n'a pas pu garder beaucoup d'arbres parce que déjà il fallait aussi implanter la maison. On l'a implanté par rapport à certains arbres mais qui n'ont pas su résister à l'épreuve du chantier, qui était trop frêle. Enfin, c'était des petits fruitiers qui ne seront pas très compliqués à remplacer par la suite. Et on a aussi la présence de cette maison qui était quand même quelque chose d'assez contraignant parce qu'elle est sur la plus belle orientation de la parcelle. Donc ça, pour le coup, c'était aussi un point avec lequel il a fallu composer. Donc voilà, la parcelle qui est ici sur cette image à gauche, qui borde les vignes, donc des vignes bordent cette parcelle à l'est. On a le village là qui se déploie, les jeux de vallons permettent de distinguer assez facilement, dès qu'on prend un tout petit peu de hauteur, distinguer vraiment toutes les toitures du village. Donc le terrain est là, et ici, donc à l'ouest de la parcelle, encore un beau paysage de vignes qui remonte et qui est assez séduisant et assez propice à les matières à projet. Et ensuite, une petite mise à distance, là c'est le fond de jardin des voisins, très, très arboré aussi. Donc, voilà, donc la parcelle, quand on zoome un petit peu, on est ici, donc les vignes à l'est, les vignes à l'ouest, là, donc un paysage magnifique, des levées de soleil et couchers de soleil fantastiques. Et puis le village ici au nord, qu'on arrive à percevoir dès qu'on prend un tout petit peu d'altitude. Donc le projet, un petit schéma vite fait, hein, sur une photo aérienne, s'est concentré à créer 3 jardins. Donc pour l'implantation de la maison, c'était aussi une donnée importante, c'est quand même que il y a cette maison qui est au sud de la parcelle. Donc on avait envie aussi de ne pas forcément être plein pot sur ce pignon pas très bien traité. Et la belle orientation aussi de l'ouest, c'est le petit chemin, la petite route qui est là. Donc on a pris le parti d'implanter la maison un petit peu en retrait et d'essayer de créer, de créer 3 jardins qualifiés, 3 jardins différents qui permettent à la maison de prendre un petit peu de recul par rapport à ses limites
et de profiter vraiment de dégagement vers les vignes de l'Est, les vignes à l'Ouest et le village. Donc tout le projet est composé de grands murs assez présents, je reviendrai après sur la matérialité, qui viennent à chaque fois se plier et guider, créer des séquences dans ce terrain. Donc là, on a la première séquence. Donc l'accès à la maison, je leur ai proposé de contourner la maison pour y rentrer, tout simplement pour garantir une certaine intimité au jardin principal qu'on trouvera ici après. Donc on a une première séquence, un petit chemin piéton qui contourne la maison, qui vient se glisser entre deux murs assez puissants. Ces deux murs-là cadrant un petit jardin ici avec un bel arbre. Donc c'est là que les quelques fruitiers qu'on voulait garder et qui ont été malheureusement dégagés pendant le chantier, on a replanté un bel arbre à la place qui prendra tranquillement racine avec les années. Et ça permet aussi de se dégager aussi de la limite de parcelles, d'avoir un petit peu d'espace par rapport aux parcelles, au jardin des voisins, parce que bon, c'est toujours tendu de créer une maison neuve dans un contexte où tout le monde a sa vieille maison en pierre, et du coup, l'acte de construire une maison contemporaine est toujours un petit peu mal perçu, ou en tout cas, il y a toujours une méfiance. Donc on se met en retrait et on crée notre premier plan, le premier jardin. Ensuite, à l'est, on crée donc le petit jardin du matin avec la cuisine. Donc là, c'est juste l'îlot de cuisine qui est symbolisé sur ce schéma. Pareil, qui est tenu par des grands murs assez puissants qui viennent se plisser pour créer notamment l'arrière-cuisine ici. Donc la cuisine qui s'ouvre sur son propre petit jardin, elle est bordée de vignes. Donc c'est pareil, on a un beau rapport au paysage. Et ensuite, le jardin principal qui est lui tenu par... Pareil, encore une fois, on tient la limite du jardin, c'est la limite de la maison ici. C'est le fond du séjour. Donc on a l'impression, l'idée c'était de créer un maximum de continuité intérieure-extérieure et de travailler avec une matière forte. Donc ça c'est quand on assemble un petit peu l'ensemble, là on commence à voir un petit peu le plan de rez-de-chaussée se dessiner, donc avec le cheminement piéton qui contourne la maison, le petit hall d'entrée qui est pincé ici. Cette zone-ci est dédiée à un atelier, donc j'y reviendrai après. On a un petit atelier en rez-de-chaussée pour le client. La partie cuisine qui s'ouvre ici avec son arrière-cuisine derrière, le séjour. Et ensuite à l'étage, on recommence un petit peu sur le même principe avec un plan un petit peu différent, mais en distinguant du coup 3 ailes plutôt invitées, chambre d'amis, salle de bain principale. La suite parentale qui s'ouvre aussi plein est sur les vignes, là il y a une vue assez fantastique. Et 2 chambres d'enfants qui s'ouvrent ici sur le jardin principal. Donc voilà, quand on réassemble tout ça, on a un plan en croix qui vient du coup dégager des vues à chaque fois assez différentes, variées, et qui type du coup chaque aile de la maison. Donc ça c'est une photo de maquette dans le site, donc avec son petit chemin qui la contourne, le jardin principal qui est ici au sud-ouest. Voilà, donc les 3 jardins avec ces jeux de recul, quoi. On vient juste faire des politesses aux limites. Voilà, donc la même maquette vue sous différents angles, dont ces grands pans de mur qu'on voyait en schéma permettent aussi après de franchir par des jeux de négatifs, là où on est plein puis vide, c'est l'inverse au-dessus qui permet d'avoir sortes de grandes poutres voiles qui permettent de franchir et d'avoir un salon complètement dégagé sur le jardin ici. On y reviendra après. Donc encore une vue, voilà, l'obligation des toitures en pente qui fait du bien d'ailleurs, où on crée des pincements au cœur de la maison et puis des choses qui s'élèvent et qui créent du coup des petites situations de pignons, un petit peu comme on pouvait le voir dans le village sur les photos tout à l'heure. Donc c'est posé la question de la matérialité sur ce projet-là. Donc on était séduit par le bois à un moment parce que voilà, quelques références de bois dans le coin, mais j'étais quand même assez fasciné par l'aspect minéral de ce village. Donc là, j'aurais fait une maquette en béton pendant les études, coulé sur mon bureau, décoffré sur ma table de salle à manger,
Et ça leur a parlé parce qu'on a du coup développé tout le projet sur des grands voiles béton où la matière est apparente extérieur-extérieur, l'isolant étant pris au cœur du sandwich lors du coulage. Donc tout est coulé en une seule phase sur place. C'est pas de la préfa, c'est vraiment du coulé en place. Donc là on voit les plans qui commencent à se détailler un petit peu avec des espèces de double épaisseur, là où on comprend un petit peu le principe. Donc là je redécris rapidement le plan, mais le petit hall d'entrée, les toilettes, le petit dressing, l'accès directement au petit atelier qui est ici maintenant au rez-de-chaussée, qui peut aussi muter plus tard en suite parentale. On a prévu les réseaux qui vont bien s'ils veulent faire leur vieux jour dans cette maison. Une double hauteur au cœur du système sur la salle à manger, la cuisine, son arrière-cuisine, c'est la petite terrasse attenante, et le séjour qui s'ouvre ici sur le jardin principal. Et à l'étage, du coup, on tourne autour de ce vide qui articule donc les 3 ailes, la petite mezzanine, les 2 chambres d'enfants, la salle de bain principale, la chambre d'amis, et ensuite la circulation qui se transforme en dressing parental, leur salle d'eau et leur chambre. Donc sur ce schéma-là, juste pour assurer sur l'aspect thermique du béton, on a travaillé vraiment un gros travail sur le détail et sur la coupure thermique avec les voiles extérieures qui font 10 cm, une épaisseur d'isolant 20 cm et un voile porteur intérieur de 20 cm. Donc on a des complexes assez puissants dans cette maison-là qui font, à mon sens, bien référence aux photos que je vous montrais tout à l'heure. Donc en rouge forcément les murs chauds, et en bleu les parties extérieures. Pareil en coupe, donc c'est pas de la plus grande netteté, mais bon, on comprend la logique aussi, hein, vraiment toute la structure qui est bien au chaud à l'intérieur, les dalles béton qui sont apparentes en plafond. Et ensuite le voile extérieur qui enrobe l'ensemble de la façade. Donc ça, ce sont un petit peu toutes les séquences qu'on retrouve quand on se promène autour de la maison. Donc là, on va dire que c'est là, hein, on est quasiment sur le chemin d'entrée. On laisse à droite le jardin principal avec le séjour qui s'ouvre largement ici, les chambres d'enfants qui s'ouvrent là-haut, l'atelier qui s'ouvre sur la séquence d'entrée. Voilà l'atelier, lui aussi tout en béton. On contourne la maison, on est guidé par ces grands murs, et on a les continuités extérieures, intérieures qui nous guident vers le hall d'entrée. Le voile béton qui est coffret pour recevoir après l'escalier qui monte dans la double hauteur. Là on est côté cuisine, donc à l'est, avec pareil, hein, ce grand voile béton dont je parlais tout à l'heure qui vient se plier pour recevoir l'arrière-cuisine qui est juste, du coup, qui n'a pas besoin d'être fermée, on n'a pas de porte. Le fait de s'enrouler cache tout ce qu'on ne veut pas voir. Le séjour avec sa double hauteur au centre du système ici, donc l'escalier qui se glisse là-dedans, donc le séjour qui bénéficie du beau coucher de soleil en profondeur. Ce grand mur là qui tient d'une certaine manière aussi le jardin et les chambres d'enfants qui s'ouvrent là-haut. Voilà le vide, les situations qu'on peut retrouver à l'étage avec ces grands murs qui filent, qui bordent la double hauteur, qui viennent créer des belles... Quand on sort de la chambre des parents ici, on a une belle vue après sur le paysage. Je vous montrerai d'autres photos après. Voilà, donc je vais aller un petit peu plus vite peut-être là-dessus. Donc le chantier, voilà, la maison qui s'implante dans le site, là ça permet juste de voir un peu les trois jardins. La maquette qui arrive du coup le premier jour du chantier, en tout cas le premier jour où on parle avec les maçons de la structure béton et du phasage. Donc là, on a la première phase là, qui est étalée sur les banches, là, premier plan de phasage. Donc c'est ce qu'on voit là, hein. Je vais en parler rapidement parce que bon, c'est les phases de coulage du béton. Ces plans-là, en fait, je les ai mis parce que je les trouve assez
assez fabuleux en études. L'entrepreneur avait pris une entreprise vraiment spécialisée là-dedans, un loueur de banches qui fait tous les plans de calpinage. Donc moi, j'ai pu aller dans leur bureau, travailler avec eux là-dessus pour avoir ce que je voulais. Donc là, il y a les passerelles. Ces éléments-là sont les passerelles qui permettent aux compagnons de travailler en sécurité. En rouge, ce sont les banches. Tous les éléments bleus là, qui sont un peu décollés du plan sont toutes les réservations que je leur avais demandées pour intégrer les châssis, parce que bon, on fait une maison coulée en place, mais en plus avec des angles compliqués, donc il y a tout un tas de mannequins à aller incorporer au coulage pour pouvoir obtenir une certaine exigence de finition. Parce que bon, les clients sont toujours ouverts au brut, mais quand on décoffre, c'est toujours là qu'on n'a pas entendu le brut de la même manière. Donc là, il fallait quand même un certain soin. Donc là, la phase 1, la phase 2, voilà, tout est en plusieurs phases parce qu'on n'a pas beaucoup de place sur le site et tout simplement aussi pour louer une quantité de matériel assez tenue. Donc encore une fois, là, tous les mannequins qui sont incorporés ici pour toutes les ouvertures, les toilettes, le dressing, le poêle à granulés, les arrêts de voile, une fenêtre pour la buanderie, enfin pour l'arrière-cuisine et un mannequin un peu particulier ici pour l'escalier. Ils ont fait réaliser ça aussi par un menuisier qui fait quand on a décoffré l'escalier, il était presque parfait pour permettre de poser un escalier en bois qui n'a pas les mêmes tolérances que le béton. Donc voilà la phase 3, je vais passer un peu plus vite, la phase de coulage des planchers, avec un calpinage aussi un peu particulier, donc un travail assez soigné aussi du gros œuvre sur ce projet. Et ensuite les phases de coulage de l'étage avec les mêmes détails, les mêmes contraintes et la même ambition là-haut. Donc la première phase de coulage, donc, on commence à voir vraiment le résultat du développement pendant des mois de cette logique de mur, de masse dans le paysage. Donc on a choisi avec les clients de distinguer quand même un tout petit peu la texture intérieure de l'extérieur. Je pense que si j'avais à le refaire, je le ferais peut-être différemment. On est sur une surface très lisse, sur un contreplaqué baccalisé intérieur et coulé sur de la volige à l'extérieur. Donc ça c'est très beau. La face extérieure, les deux sont réussis, mais peut-être que je choisirais d'être plus radical en choisissant clairement l'un ou l'autre sur les deux faces. Donc là, je reviens à cette photo-là, mais je la trouve... j'ai l'impression de commencer à arriver à ce que je cherchais sur ce projet, avec ces murs qui commencent. En plus, les biais accentuent encore plus l'effet d'épaisseur du mur. D'un coup, on n'est plus sur 50 cm de perçu, mais des fois sur presque 80-90. Donc là, le coffrage de l'escalier dont je parlais. Là, donc tout le rez-de-chaussée qui était coulé, donc, Mohamed, le maçon qui est là, a accepté de me monter à la nacelle là-haut pour prendre cette photo parce que j'ai l'impression enfin de voir la maquette dans le site vraiment. Donc ça c'était assez chouette comme moment. Donc là on sent vraiment du coup tous ces moments de pli avec l'arrière-cuisine, l'atelier qui donne ici au nord, le séjour qui s'ouvre ici à l'ouest, la cuisine, donc là on voit, c'est la lumière du matin en plus, là, la cuisine s'ouvre sur son petit jardin au bord des vignes. Le hall d'entrée, donc, du coup, commence à décoffrer, là les dalles sont coulées, on est passé un peu vite, mais les dalles sont coulées, les planchers commencent à apparaître, ils ont été reponcés en fin de chantier pour avoir un état de surface un peu plus satisfaisant, à savoir que c'est le client et l'architecte qui ont poncé les murs et les plafonds. Parce que tout simplement, on ne met pas forcément on va dire, les ambitions au même endroit avec le maçon, quoi. On ne voit pas forcément exactement la même chose en termes de finition. Donc on s'est passé quelques heures à poncer du béton. Donc, je l'ai accompagné un petit peu, après il a fait ça avec son frangin. Donc ça c'est, on va dire, la vue, la même vue que ça une fois fini avec les escaliers. Je vais continuer sur le chantier, pas passer trop vite sur le fini, mais
Donc avec voilà, les situations qui commencent à se concrétiser avec le séjour là, qui se love ici au creux de ce pli ici et qui s'ouvre sur le jardin là le jardin de la cuisine. Donc on a le hall d'entrée là, qui est le premier jardin, le second, et puis l'autre on vient d'en parler. Donc avec la belle vue sur les vignes. Donc là on est plutôt en période automnale, donc on voit pas trop, mais dès qu'il y a un petit peu de feuilles là-dessus, c'est magnifique. Donc la double hauteur qui articule tout le projet. La grande ouverture donc, qui est possible grâce à la poutre voile qui est au-dessus. Donc là, le séjour, donc qui profite du coup, encore une fois, de la belle vue qui est là. Le léger vis-à-vis, je reparlerai après, mais je n'ai pas mis vraiment d'éléments là-dessus, mais on voit encore le chemin, la petite route en impasse ici, mais après on a créé un petit carport. On a profité de la petite pente dans le terrain pour créer un carport, une terrasse au-dessus. Et du coup, ça crée l'intimité par rapport à la voie. Donc on garde les véhicules, on le verra après sur une autre photo. Donc voilà, à droite, la grande poutre voile qui est au-dessus du séjour. Là, les 2 chambres d'enfants qui sont là sur le jardin principal. Donc là, le gros œuvre est quasiment terminé. On a toutes les réservations de châssis qui se... Là, on voit bien grâce à la lumière, là, l'ombre qu'on a là, c'est vraiment un endroit où émerge un peu l'isolant et où on va pouvoir venir fixer le châssis. Et toutes les réservations de poutres lamellées collées du charpentier qui arrive après. Donc là, ça y est, le gros œuvre est terminé. On commence à avoir les teintes qui s'associent aussi un peu à l'environnement. Donc là, c'est très beau. En plus, avec l'automne, c'était un bon moment. Donc là, le projet a une autre période. Là, la charpente arrive. Voilà, il y a une petite logique de toiture, de légère pente qui fait du bien aussi par rapport au village. Donc la charpente qui s'installe là-haut. À savoir que cette charpente, on commence à le lire là, mais en fait, le fait qu'on ait des grandes horizontales au-dessus des châssis, à l'étage, puis qu'on parte en biais pour créer ces pignons, tout ça crée une charpente qui est une forme gauche, donc c'est une grande hélice, avec une partie basse. Donc là, ils ont eu du mal à être convaincus, j'ai eu du mal à les convaincre sur ça, mais on pince en fait les espaces intérieurs en partie centrale de la maison à 2,05 m quasiment sous plafond, pour se permettre du coup de partir beaucoup plus haut après dans l'angle, dans les parties les plus profondes des chambres. Donc au final, on est à 2,05 m au cœur de la maison, mais c'est là où on est en relation avec le vide. Donc c'est pas du tout gênant. Pourtant, ils sont grands tous les deux. Ils font tous les deux 1,90, 1,95, je crois. Donc, mais ils sont allés au bout, ils m'ont fait confiance. Et c'est ça qui crée des très beaux contrastes. Après, on verra, je pense, sur d'autres photos. Et du coup, on a cette charpente là qui a été après complètement habillée en dessous. Pour des raisons, à un moment c'est déjà une belle maison qu'on a réussi à faire pour un prix largement correct par rapport au mètre carré construit. Mais bon, à un moment, le placo était nécessaire sur cet étage-là. Donc le voligeage du couvreur qui est en cours. Donc un travail qui me bluffe toujours, quoi. Les zingueurs et les zingueurs de qualité sont toujours assez fantastiques à avoir travaillé. Et donc là, il y a toute une toiture gauche avec des réseaux de chéneaux à gérer. Tout ça pour ne descendre les eaux par une seule descente d'eau, qui est après mise en scène sur la zone d'entrée. Donc voilà, là on a l'impression d'être en point haut parce que c'est la photo qui est faite avec une GoPro, donc forcément ça déforme tout, mais voilà, il y a tout un réseau de chéneaux avec des pentes très 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 douces pour aller descendre l'ensemble du projet sur un seul point et pour après aller aussi infiltrer les eaux à la parcelle. Voilà. En un seul point. Donc ça, c'est les moments d'un petit peu de pincement dont je parlais tout à l'heure. Donc la charpente un peu plus basse, qui après va s'ouvrir vers le paysage. Donc là, on est sur la zone quasiment quand on sort de la chambre des parents, avec une vue vers le vide et après la petite mezzanine. Donc là, ça reste un espace ouvert, il n'y a pas de cloison. Et là, on est entièrement vitré et on commence à apercevoir le petit village en pierre et la végétation qui l'accompagne.
Ça, c'est une chambre d'enfant sur le jardin principal, sur l'arbre qu'on a réussi à sauver. Celui-là, il a souffert un petit peu, mais il s'en est sorti et il va très bien. Et il fait un bien fou pour le projet. La suite parentale, entre guillemets, donc là, maintenant, c'est cloisonné entre les deux. On a une chambre ici de taille raisonnable et leur salle d'eau qui est juste à côté. Mais pour parler surtout de la vue à cet endroit-là, avec encore une fois la charpente qui redescend ici à 2,05 m au niveau des baies vitrées, les châssis passant devant les poutres. Comme ça, on a des hauteurs de vitrage équivalentes au rez-de-chaussée. On a 2,50 m au rez-de-chaussée, 2,50 m à l'étage avec la poutre qui est cachée derrière et un clair de vitrage, une hauteur perçue à l'intérieur qui est assez délicate par rapport à la situation allongée dans une chambre. Et la charpente remonte dans les parties les plus profondes de la maison, avec des hauteurs sous plafond de 3,20 m, 3,40 m par endroit. Donc voilà, donc là la charpente commence à se terminer, on commence à pouvoir envisager la pose des châssis avec le support au charpentier ici. On sent bien donc, la réservation du maçon, son prolongement par le charpentier ici avec ce qu'il faut en rupture thermique en tête de châssis. Et ensuite, ici, pareil, sur ces cadres de baie, donc là il y a encore l'isolant qui a été recoupé après pour mettre un pré-cadre. L'isolant qui est en attente là, et puis ici, donc tout un jeu de réservation aussi assez important. Et pareil pour le rail de rideau aussi encastré dans la poutre voile, enfin voilà, et tout. Pareil, je ne vais pas parler des réseaux, mais il y a un gros travail d'incorporation de toutes les prises, de tous les interrupteurs, un travail aussi. L'électricien m'a bien bluffé là-dessus. Donc là, la phase où on tourne toujours un petit peu autour de la maison. Hein. Donc on était ici côté séjour, côté jardin ouest. On est ici côté jardin de la cuisine, avec les châssis qui commencent à être posés du coup. Donc on voit qu'ici, on va au plus haut possible. Il n'y a plus qu'une couvertine en zinc après dessus. Le châssis est ici dans sa réservation tout le tour. Donc de l'extérieur, on voit le cadre en alu. De l'intérieur, on ne voit que du béton. La pose des vitrages, donc là, une grue en station dans le jardin et on passe tous les vitrages pour les façades arrière par le dessus de la maison. Donc là, on est sur le jardin d'entrée avec l'arbre qui a été fraîchement planté. Hein. Le maçon a accepté de replanter un arbre pour les dégâts qu'il avait causés sur les autres. Et on voit ici juste l'anecdote de la seule et unique descente d'eau qui après, il y a une petite gargouille en zinc qui vient remplacer ça. Et voilà, on longe ça pour rentrer dans la maison. Donc quelques situations à l'étage, là, entre deux voiles béton, un passage assez fin, un petit peu comprimé, et puis après on passe le long de ces grands vitrages. Là, on borde du coup le jardin où il y a l'arbre qui a été replanté. Donc là, les plafonds sont terminés. Cette grande hélice en blanche, du coup, un plafond un peu incurvé. Donc le séjour, là, qui commence à... Voilà, on a le clos couvert est terminé, et on attaque du coup franchement le second œuvre, qui a été fait énormément par le client lui-même, enfin pas tout ce qui est placo, etc., mais en tout cas tout ce qui est menuiserie intérieure. Donc là c'est Lionel, le client, qui est en train d'observer, d'admirer l'escalier qu'il a réalisé lui-même. Donc il était d'ailleurs très content d'avoir eu des bons maçons là-dessus, parce que le support, il n'y a quasiment pas eu besoin de caler son escalier. On a un léger joint creux entre les deux et c'est assez beau. Donc, c'est pas son métier, il n'est pas menuisier, mais il y a un métier qui lui permet d'avoir... il fait beaucoup d'heures, il y a un travail où il fait beaucoup de postes à horaires décalés. Du coup, il a aussi pas mal de récupération, de temps de récup. Du coup, il a profiter de ce temps-là pour se mettre à la menuiserie, prendre des cours. Et du coup, l'atelier qu'on a créé au rez-de-chaussée de cette maison lui sert d'atelier de menuiserie. Donc, il est un peu bordélique, mais c'est un bel atelier qui vit du coup pas mal parce qu'il a pu faire, voilà, on voit au premier plan encore l'escalier,
Il a posé tous ses parquets, il a fait tout son mobilier de cuisine. Les grandes portes ont été faites là pour le coup par un menuisier de métier, parce que c'est pas compliqué de travailler le bois, en tout cas pour quelqu'un comme mon client qui sait servir de ses mains, mais c'est tout ce qui est quincaillerie, etc. Bon, là, on a fait faire par un pro. Donc là, l'escalier qu'il a réalisé lui-même, tous ses dressings, ses caissons contreplaqués, donc tout ça a été fabriqué sur place, dans son atelier, au chaud. On voit même d'ailleurs le poêle qui est déjà en fonctionnement. Donc là, c'était une période quasi hivernale où ça y est, il commence à avoir un peu de chaleur dans la maison, ça sent le bois, il y a du béton, de la chaleur du bois, ça commence à être vraiment très sympathique. Donc ça, c'est la vue de la cuisine terminée. Donc il a fait aussi sa terrasse, il a fait son îlot de cuisine, il a fait ce beau petit meuble suspendu au voile béton, tous ces ensembles menuisés de cuisine ici, et l'escalier dont on a déjà parlé. Ensuite, une petite phase où je suis encore allé aider un petit peu sur les garde-corps, juste pour faire un petit peu de pause avec lui. On a fait fabriquer les petites potences, enfin les poteaux, avec un système tout simple. Hein. C'était négocié avec le menuisier extérieur, qui est un peu serrurier aussi, de nous faire des poteaux avec une platine soudée dessous, les trous qui nous vont bien, et le diamètre surtout, le diamètre de la platine qui correspond à un diamètre de 6 cloches du commerce, pour que le client puisse faire tous ses parquets, qu'on mette au dernier moment le trou de 6 cloches là où on le souhaite, qu'on enlève le morceau et qu'on glisse la petite platine dedans qui fait pile poil l'épaisseur du parquet et de la colle. Et puis du coup on a un petit poteau tout simple, un garde-corps qui n'a pas coûté trop cher, avec juste un verre qui est posé dedans, et un élément de parquet qui sert de pare-close à l'extérieur. Donc ça, c'est une photo ils ont traîné un petit peu pour faire les aménagements extérieurs, mais moi je la trouvais très jolie à ce moment-là. J'ai presque l'impression de voir une maison en ruine, et ça marche très bien avec le béton, donc je souhaitais la mettre. Ensuite sont arrivés du coup les petits espaces extérieurs, donc là je vais passer rapidement là-dessus, parce que j'ai surtout envie de vous parler du chantier, mais là ça permet quand même de voir maintenant la maison finie, avec ses rapports de teinte par rapport à l'environnement, ses petits cheminements en béton balayé, l'atelier là qui donne du coup au nord, avec son petit accès indépendant, le chemin qui contourne la maison, qui permet d'avoir ce petit jardin d'agrément, le petit hall d'entrée qui s'ouvre là dans cet angle, la petite gargouille qui récolte les eaux pluviales. Ce qui est assez beau aussi, c'est que c'est la façade nord, et on commence à voir un petit peu aussi des petites mousses se développer. J'ai plutôt milité pour pas qu'il nettoie sa façade. Et ensuite, quelques photos d'intérieur. On commence à avoir un petit peu de vie, le salon qui est installé, la salle à manger sous sa double hauteur, puis la fluidité d'un espace à un autre, d'un jardin à un autre. Il y a toujours des moments, des rayons de soleil qui traversent l'ensemble. On voit un petit peu la terrasse dont je parlais tout à l'heure, il y a une terrasse ici à l'est pour la cuisine, attenante, et une terrasse qui est plutôt, elle, complètement déportée dans le jardin, et plutôt en belvédère sur les vignes à l'ouest, et on gare les voitures dessous. Donc voilà pour ce projet-là. Donc, la petite terrasse qu'on voit en reflet dedans, donc le jardin qui est encore un petit peu sec, entre guillemets, mais bon, il y a quelques arbres. Je suis impatient de la voir dans quelques années avec quelque chose d'un peu plus grand. Voilà, ensuite je passe au dernier projet. J'espère que j'ai encore un petit peu de temps. Pour Émilie et Thomas, donc un projet à Lambersart. Donc c'est une petite maison bel étage, très charmante. Donc c'est cette petite maison-là. Donc c'est une commande un peu particulière. C'est un couple d'amis qui est ici d'ailleurs, dans la salle, avec qui on est allé très loin, parce qu'on a fait encore plus
ensemble, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Donc voilà, donc je vais vous présenter un petit peu la maison, puis je vous montrerai un petit peu l'histoire passionnante qu'on a menée ensemble. Donc ça, c'est la façade sur jardin, donc qui est un petit peu... Autant on sent que celle de devant, il n'y a pas grand-chose à faire, mais celle-ci, bon, il y a cette espèce de couverture en polycarbonate, l'espèce de serre en verre qui donne accès aux toilettes quasiment en extérieur. On a ici donc l'escalier extérieur qui mène au jardin, qui est un petit peu alambiqué, le petit atelier rangement en rez-de-jardin ici. Donc la question c'était d'agrandir aussi cette maison qui est bien, mais qui nécessite pas beaucoup de mètres carrés en plus, mais un minimum de confort, parce que notamment la cuisine qui est au premier, hein, c'est une maison bel étage, donc la cuisine qui est sur l'image précédente qui est ici, qui est très contrainte. Les photos ne sont pas forcément dans le bon ordre, mais ça c'est le petit atelier dont je parlais sur cette image-là, donc ça c'est quelque chose dont on reparlera après, dont on va se saisir aussi pour le projet. Donc très bas sous plafond, on va dire c'est la seule relation au jardin de cette maison au rez-de-chaussée, c'est son petit atelier rangement. Le hall d'entrée qui est aussi un petit peu serré, qui marche, mais qui n'est pas particulièrement agréable en termes de vue. La salle à manger existante sur le jardin, donc avec en premier plan la petite casquette, et puis après la vue sur un jardin. Donc on ne la sent pas très bien, la vue d'ailleurs, avec la neige, la lourdeur des châssis. On n'a pas trop de dégagement sur l'extérieur, mais ce qui est le point fort de cette maison et qui a séduit tout le monde, c'est son jardin. C'était la maison d'une vieille dame qui ne l'a pas trop entretenue, et du coup, il y a plein de choses qui poussent là-dedans. Énormément de fruitiers, il y a une belle vigne, il y a quelques arbres assez sympas. Donc, l'idée, c'était de surtout garder un maximum ce jardin, de ne pas trop y toucher. Donc ça, c'est l'état existant de la maison, donc avec l'escalier extérieur qui est ici, le petit atelier garage qui est au rez-de-chaussée, le balcon filant, l'escalier extérieur qui est là, la petite cuisine un petit peu obsolète et un petit peu trop étriquée, le double salon, enfin la salle à manger salon ici au premier. Et ensuite les chambres qui sont à l'étage, on n'est pas trop intervenu là-haut, on a réisolé, on a replaqué, mais on n'a pas modifié plus que ça l'aménagement, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Les démolitions qu'on a apportées à ce bâtiment, donc on a surtout libéré la façade arrière. Du coup, ce projet, ce qu'on a voulu magnifier, c'est surtout la façade existante en briques, une fois libérée de son escalier, de ses châssis, d'une allège un peu trop oppressante. Donc je vais passer à la maquette tout de suite. Donc c'était surtout de mettre surtout en rapport cette belle façade brique qu'on a réouvert. On a gardé le balcon, on a dégagé son garde-corps en maçonnerie pour mettre quelque chose de plus léger, et surtout de mettre en relation cette maison existante avec le jardin directement. Donc en fait, on fait une extension qui est un peu particulière, en structure métallique, etc. Mais c'est presque pour ne plus la voir au final. Donc elle est en acier noir, elle est assez puissante, mais le fait aussi de travailler une matière brute, le noir, permet aussi un moment de presque plus, quand on est à l'intérieur, aussi la double hauteur permet de ne plus voir le plafond et d'être en relation quasiment que façade existante, jardin. Donc je passe encore une fois rapidement là-dessus. On a mis tout au point une charpente qu'on a construite nous-mêmes, qu'on a fait découper. Une façade, on avait négocié avec le menuisier extérieur de faire les supports, le mur rideau en acier, et il venait appliquer les joints, les vitrages, les capots serreurs, donc les plans de découpe de la façade. Donc je fais référence à un projet que j'ai fait pour mes parents, mon tout premier projet, où on avait construit la structure nous-mêmes, donc c'était un peu
J'en ai fait une avec mon père. Je serais capable peut-être d'en faire une deuxième avec un ami. Donc c'est ce qu'on a fait. On a lancé le défi. Donc ça, c'était ce qu'on avait fait avec le même menuisier qui avait accepté du coup d'intervenir sur un ouvrage qu'on a fait nous-mêmes. Donc on a fait la structure sur ce projet-là. Le menuisier a fait la porte accordéon et on a travaillé avec le même menuisier chez Émilie et Thomas pour faire le mur rideau particulier sur mesure, posé sur des supports qu'on aurait nous fabriqués. Et il nous a aidé à les calculer, par contre, pour le coup, c'est lui qui a fait le dimensionnement. Donc la structure qui arrive en pièces détachées, la structure qu'on commence à assembler sur une plateforme provisoire. Donc on a emprunté des étais et des poutres aux maçons. On s'est fait livrer 1,2 tonne d'acier ici, qu'on a monté à la main, pièce par pièce, sur le plancher provisoire, qu'on a assemblé ensuite à la main, donc avec Thomas, le client, et Jean-Baptiste, qui travaillait avec moi à cette époque-là. On a tout assemblé, donc les petits assemblages, je passe rapidement, un assemblage à blanc. On se rend compte déjà quasiment que sans soudure, l'ensemble se tient déjà vachement bien. Une fois serré avec les serre-joints, l'acier on avait vraiment poussé les tolérances au minimum. On a même dû remeler un peu parfois parce que ça avait du mal à rentrer, mais du coup, une fois tout bien serré, ça bougeait déjà beaucoup. Donc là, contrôle d'éclairage, avec encore une fois un montage avec un matériel assez restreint. Ça a une phase de ponçage avant le levage de la toiture, la surface, enfin le voile travaillant, on va dire, qui supporte ensuite l'isolant. Une phase de ponçage avant de monter la toiture au second étage. On l'a entièrement reponcé pour avoir un rendu digne d'une belle structure apparente. Donc ça, c'est les quelques premiers centimètres quand on l'a levé, quand elle est plus sur ses cales. On avait tout calé pour pouvoir toujours intervenir en dessous pour passer des serre-joints, donc elle a été posée que sur des cales. Donc une structure qu'on a montée sur 2 jours avec des palans. J'avais consulté un grutier, mais qui n'a pas voulu le faire, qui n'a pas donné suite, donc on s'est débrouillé nous-mêmes avec des tubes d'échafaudage et des palans. Donc en mettant, à chaque fois qu'on montait 50 cm, on se remettait une sécurité avec des béquilles, etc., pour éviter de se prendre quelque chose sur la tête. Donc là, Jean-Baptiste qui est en train d'étayer la structure. La structure qui est enfin arrivée en haut, qui repose sur des cornières que le maçon nous avait mis dans des hachelets béton, donc on avait juste à déposer les cornières pour faire passer la structure et venir remettre les cornières après dessous, mais tout était déjà bien boulonné. Donc la structure qui est posée, les petites photos de chantier, les petits assemblages soudés. Le premier soir, avec la lampe de chantier, où on commence à être satisfait de notre week-end. Ensuite, on attaque, on a quasiment tout de suite enchaîné sur l'assemblage du mur rideau, qu'on a commencé à assembler par le haut, tout simplement parce que ça s'y prêtait bien d'aller le suspendre. Tout était prévu pour qu'on n'ait pas trop d'efforts pour le mettre. Donc là, ça, on l'a fait à 3 avec un ami. Donc le mur rideau qui est en cours, Thomas qui est content. Les épines de mur rideau, donc ça c'est une dernière. J'ai eu un stress un dimanche, je suis allé remettre un coup de laser un dimanche soir. Juste avant que les menuiseries arrivent. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que sur une de mes photos de jour, ça avait l'air tordu et je suis allé remettre un coup de laser, mais c'était bien. Donc ça va. Donc la structure du mur rideau qui est terminée, donc entièrement en plat d'acier, une sorte de recomposé, un T mais assez minimaliste sur sa face avant. Les vitrages qui arrivent, les vitrages qui sont transportés à travers le garage, qui sont repris après par une petite grue araignée posée dans le jardin, et on vitre entièrement la façade. Donc ça y est, là, les photos du projet terminées, avec au rez-de-chaussée une grande porte pivot, donc on verra après sur d'autres photos. Donc ça, je devais faire un petit laïus là-dessus, mais je vais passer vite. On a fait aussi l'escalier ensemble. La porte pivot qui est posée, donc on a un grand ensemble vitré, il y a 5 fixes et un pivot. Ça suffit en fait pour accéder à un jardin comme ça. C'est déjà une belle pièce. Et voilà, quelques photos du projet fini entre la façade brique et le jardin. Voilà, j'ai terminé. Donc la charpente noire brute, donc on passe de l'espace réhabilité blanc avec quelques matériaux d'origine, les sols qui sont gardés, la façade brique, et on est en balcon sur le jardin. Voilà, vu depuis le haut, le petit coin bureau.
le salon existant, la petite alcôve de cuisine qui est dans l'ancien petit atelier qui était sur jardin, et quelques photos de nuit, parce que c'est vraiment de nuit qu'elle se révèle aussi énormément. C'est qu'on fait complètement abstraction quasiment de ce qui se passe au plafond. On est en rapport avec la brique qui est délicatement éclairée. On éclaire légèrement le jardin. Du coup, la façade vitrée devient complètement transparente. Il n'y a plus aucun reflet qui se crée. Et ça fait créer un espace assez fantastique. Et au fond, la petite anecdote du fond de cuisine, on a remis un grand miroir là-bas pour justement créer un petit quelque chose au fond de cette cuisine très contrainte sous plafond. Et donc on a un reflet aussi du jardin. Donc le soir, ça crée des situations vraiment particulières. Je vous remercie.